Il est plus associé au soleil vraiment qu'à la chaleur, car le rosé est aussi énormément consommé l'hiver, notamment dans les stations de ski. On pourrait l'appeler plus vin de terrasse que vin d'été. De plus en plus prisé par le grand public sur le segment des vins rosés, comment les vins de Loire réussissent-ils à tirer leur épingle du jeu ? Bonjour, je suis Zoé Blutel, je vous souhaite la bienvenue à bord de ce nouvel épisode L'Heure de Loire, le podcast des vins de Loire. Ici, je vous propose de voyager à travers les tendances de consommation et d'achat de vins de Loire en France, le tout en compagnie de professionnels passionnés et passionnants, qu'ils soient vignerons, négociants, restaurateurs ou encore journalistes. L'idée, à travers chaque épisode, explorer une nouvelle facette de la pluralité des vins de la région, en discutant de leurs enjeux, en confrontant les points de vue et en profitant des retours d'expérience de nos invités. Bref, faire le pont entre les défis d'aujourd'hui et de demain qui se présentent à notre filière et élargir ainsi vos perspectives. Alors sans plus attendre, jetons l'ancre vers notre thème du jour, la vague rosée des vins de Loire. Pour naviguer à travers ce sujet rafraîchissant, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un équipage de choc constitué de 2 spécialistes du vin, à commencer par Fanny Gauthier, responsable du service économie et études au sein d'Interloire. Bonjour Fanny. Bonjour. Je suis également ravie d'accueillir à mon micro Gabrielle Vizzavona, experte du vin, toujours prête à sillonner les 4 coins du monde pour faire la connaissance de nouveaux vignerons et flacons. Gabrielle, cette soif d'exploration œnologique, vous la partagez avec le plus grand nombre grâce à vos multiples casquettes, journaliste, chroniqueuse, dégustatrice, conférencière, créatrice de cartes de vin ou encore autrice. Et ce millésime 2024 a d'ailleurs été spécial pour vous puisqu'il a vu naître votre ouvrage Petit éloge du vin, publié aux éditions Les Pérégrines, un livre à savourer littéralement, sans modération. Merci Gabrielle d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Zoé, merci beaucoup. Bonjour Fanny, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors pour débuter notre tour d'horizon des vins rosés ligériens, je vous propose d'abord de mieux comprendre le contexte général dans lequel ils s'inscrivent. Fanny, où en est la consommation des rosés en France, toutes régions viticoles confondues ? Si l'on regarde les chiffres d'une étude 2023 de l'agence IWSR, on sait que 27,7 millions de Français déclaraient alors boire du vin rosé. Au cours de cette même année, 7 consommateurs de vin sur 10 indiquaient avoir consommé au moins une fois cette couleur. En outre, dans une perspective à plus long terme, on observe que les rosés ont pris de plus en plus de place au sein des vins tranquilles, et ce dans toutes les tranches d'âge. Le rosé est même la 2e couleur la plus consommée en volume par les plus de 35 ans. Et quelle place occupent plus spécifiquement les vins rosés de Loire sur ce segment ? Ils s'y démarquent clairement, puisque 1/3 des consommateurs de vins rosés achètent des rosés de la Loire. D'ailleurs, le rosé est la 2e couleur la plus produite dans le vignoble ligérien, avec 28% des volumes en moyenne sur les 5 dernières années. Plus précisément, selon une étude conjointe d'Interloire et de l'IWSR, les vins rosés de Loire disposent d'un potentiel de près de 17 millions de consommateurs. Parmi eux, on compte 10 millions de consommateurs actuels qui nous consomment et près de 7 millions de nouveaux consommateurs qui restent à conquérir. En d'autres termes, comme pour les fines bulles, la majorité du marché potentiel a déjà été conquis par les vins rosés de Loire. Par conséquent, leur principal enjeu est de réussir à fidéliser leurs consommateurs actuels. Et puis, si l'on sort des frontières de France quelques secondes, des signaux favorables sont à relever. Par exemple, la Loire apparaît dans le top 5 des vignobles qui porteront la croissance en volume du segment rosé en Corée du Sud, en Chine, au Japon et aux États-Unis dans les 2 prochaines années, selon une étude de Sopexa menée en 2024 auprès de 1000 professionnels internationaux. Alors ces chiffres parlent d'eux-mêmes en effet, et si on revient au vin rosé en général, est-ce qu'on sait pour quelles raisons les Français aiment en boire ? Oui. Loin devant toutes les autres raisons évoquées, les rosés sont plébiscités pour le plaisir qu'ils procurent. De plus, 2 autres raisons citées sont intéressantes à mettre en lumière. La dimension rafraîchissante des rosés d'une part et leur dimension hydratante d'autre part. Ces 2 notions démarquent assez nettement les rosés des autres vins, pour lesquels ces motivations sont moins prégnantes. Et Gabrielle, comment et pourquoi la catégorie rosée a-t-elle évolué selon vous ?
Alors le rosé a connu une croissance absolument fulgurante, qui peut échapper à personne. J'y consacre d'ailleurs un chapitre de mon livre où j'essaie d'expliquer les vecteurs de cette success story, parce que son émergence comme réellement un vrai vin est encore en construction. Qui n'a jamais entendu parmi nos amis, notre famille ou nos connaissances tomber cette sentence assez cruelle et parfois définitive: le rosé n'est pas un vrai vin, ou le rosé c'est pas du vin. Souvent, ceux qui prononcent cette phrase en consomment malgré tout et le regardent un peu de haut, qui baigne dans ses glaçons l'été au soleil. Voilà, donc il faut dire qu'on part de loin. Pendant longtemps, le rosé, c'était aussi un petit peu les fonds de cuve que les vignerons gardaient pour eux, pour leur consommation personnelle. Et puis, il y a eu un engouement qui a été très important, qui a été aussi dû à des avancées techniques et œnologiques assez importantes sur le rosé. Le rosé, il faut savoir, c'est sacrément difficile à produire et à vinifier parce que ça rassemble un petit peu les difficultés du rouge et du blanc. Les gens pensent que c'est facile à produire le rosé. Je ne sais pas pourquoi il y a cette image-là, mais c'est plutôt difficile. Et il y a un centre de recherche et de développement du rosé qui a été créé à Vidauban en 1999, qui a permis un bond qualitatif énorme. Alors les rosés sont devenus à ce moment-là beaucoup plus uniformes dans leur style, mais aussi beaucoup plus rarement mauvais. Donc déjà, ça a pris par là. Donc les années 90 et surtout à partir de 2010, la trajectoire du rosé est fulgurante. Il inonde les marchés internationaux. Je crois qu'il représente aujourd'hui une bouteille sur 3 consommée. Vous parliez de deuxième couleur la plus consommée, Fanny, chez les plus de 35 ans. Bon, il y a tout un tas de facteurs qui sont combinés. Ça me fait rigoler quand vous utilisez le terme la caractéristique hydratante. Le vin est composé pour beaucoup d'eau, mais effectivement, il y a un côté assez digeste au rosé. Et puis, il y a le tourisme, l'a beaucoup propulsé, en plus d'un imaginaire souvent associé aux vacances, finalement, qui a beaucoup aidé. Oui, Fanny, vous parliez en effet de la dimension hydratante et de la dimension rafraîchissante. Alors j'imagine que ces attentes de plaisir et de fraîcheur, elles se retrouvent à travers les occasions de consommation les plus fréquentes pour les rosés. Oui, c'est totalement le cas. Il faut savoir qu'un Français sur 5 consomme du rosé à l'apéritif et non pas un consommateur de vin sur 5. C'est important de noter cette nuance. C'est pour bien prendre la mesure de la place qu'occupe le rosé à l'apéritif dans le cœur des Français. Sur cet instant de consommation, on retrouve autant de femmes que d'hommes en proportion à consommer du rosé. Et lors de cette occasion privilégiée de partage, les hommes de plus de 50 ans ont même délaissé d'autres boissons au profit du rosé ces dernières années. Et puis ce n'est pas tout, 37% des Français boivent du vin rosé au cours d'un repas amélioré, à la maison, avec des invités, dans un contexte donc très convivial. Il est vrai que dans l'esprit des consommateurs ou même dans celui des acheteurs du circuit traditionnel, le rosé n'est pas associé à une image élitiste, comme vient de le dire Gabriel, comme c'est parfois le cas pour d'autres couleurs. C'est peut-être également un véritable atout pour la couleur dans le cadre d'une consommation en France qui est de plus en plus décomplexée, qui doit être facile d'accès notamment pour les nouveaux consommateurs. En plus, le potentiel alcoolique du rosé, plus bas que celui des autres couleurs, va également dans ce sens et dans celui de la tendance des boissons à plus faible degré d'alcool. Mais il est aussi primordial de souligner que les occasions de dégustation du rosé dépendent énormément de la météo, avec une consommation essentiellement l'été quand il fait chaud. Et un climat maussade, comme ce fut le cas ces 2 derniers étés, en particulier dans le nord de la France, peut donc devenir très problématique. Il est ainsi décisif pour le rosé de réussir à s'imposer sur d'autres instants de consommation. Néanmoins, notons à fait à retenir, le mois de décembre, avec les fêtes de fin d'année, constitue le 2e pic de vente annuel du Cabernet d'Anjou, en grande distribution, même si ce pic, bien sûr, est bien loin du pic estival. Gabriel, est-ce qu'au cours de vos 15 dernières années de recherche et d'observation des tendances des vins, vous avez remarqué une évolution de ces moments de consommation ? Oui, alors tout à fait. Il est clair que le rosé a finalement les qualités de ses défauts, si je puis dire, ou du moins de ses défauts perçus. Parce que si certains le considèrent encore, comme on l'évoquait, comme un sous-vin, à la noblesse en tout cas moins bien établi que le blanc ou le rouge, il est aussi moins soumis au code traditionnel, voire traditionnaliste, des vins français. Et donc il est plus libre. Le rosé fait un peu ce qui lui plaît. Et il séduit ainsi un public qui est un peu suffocant finalement vis-à-vis des dogmes qui sont associés et des dogmes qui sont parfois rigides, qui sont imposés à l'immense héritage culturel viticole qu'on a en France. Donc ça, c'est une force. Il est un peu sans prise de tête, comme le dirait un public jeune peut-être. Alors il faut aussi croiser les moments de consommation changeants à l'évolution sociologique des familles. Le vin sort peu à peu du repas, ou en tout cas du repas traditionnel. Quand vous parlez, Fanny, de repas améliorés, je pense
pense que vous faites sans doute référence au fameux apéro dînatoire, qui est très populaire. Le vin sort du repas et aussi par des critères sociologiques donc qui changent, des modèles familiaux un peu plus décomposés, que l'on peut regretter ou pas d'ailleurs. Il n'est pas question ici d'émettre un jugement, mais en tout cas, il est décomplexant, sa couleur et son style vont coller en tout cas aux attentes de consommateurs qui sont en recherche de simplicité. Ensuite, je pense qu'il est très important, et tout au long de ce débat, de bien séparer les catégories de rosé. Rosé sec, rosé tendre, bulle. Ils n'ont pas du tout les mêmes comportements établis. Donc si on distingue ces catégories, la plus grande AOC de rosé sec de la Loire, rosé de Loire, qui est transrégionale entre l'Anjou-Saumur et la Touraine, se déguste effectivement volontiers hors repas, se déguste volontiers à l'apéritif aussi, est très apprécié pour sa fraîcheur et son fruité. Il est météo-sensible, vous le disiez, mais il est plus associé au soleil vraiment qu'à la chaleur, car le rosé est aussi énormément consommé l'hiver, notamment dans les stations de ski. C'est un vin de terrasse en somme. On pourrait l'appeler plus vin de terrasse que vin d'été, parce qu'effectivement, sur les pistes de ski, je crois que le rosé est la première couleur consommée. Donc ce qui offre aux vignerons finalement une myriade de possibilités, et pas forcément si saisonnières qu'on pourrait l'imaginer. Les rosés tendres, ils perdent peut-être en perception désaltérante, mais ils gagnent justement en richesse par leur sucre et donc sont sans doute moins météosensibles parce que ce petit enrobage finalement, il va bien aussi sur d'autres saisons et quand il fait un peu froid, il est réconfortant. Les bulles sont elles aussi toujours associées à l'apéritif, mais aussi à la fête. Donc important, d'après moi, de bien séparer ces catégories aux comportements bien distincts. Fanny, on va se pencher sur les consommateurs. Alors, qui sont ceux qui plébiscitent les vins rosés de manière générale, toutes catégories d'occasion et de dégustation confondues? Globalement, le consommateur type français de vin rosé, toutes régions confondues, présente le même profil que le consommateur de vin tranquille. L'âge moyen de l'amateur de rosé est ainsi autour de 50 ans. C'est d'ailleurs avec le rosé que le marché du vin a recruté le plus de seniors en 5 ans, avec un gain de près de 2 millions de consommateurs chez les 65 ans et plus. En revanche, la couleur a perdu des consommateurs chez les moins de 44 ans et les jeunes ont tendance à bouder les rosés à l'apéritif, préférant d'autres couleurs et d'autres alcools. Le facteur démographique, autrement dit le vieillissement de la population française, joue naturellement un grand rôle dans l'explication de ce phénomène. D'autre part, il y a autant d'hommes que de femmes à consommer des rosés. Ce sont même les hommes qui sont les plus gros consommateurs de rosé en volume. Notons aussi que la pénétration du rosé est équivalente dans les différents foyers français. Entre 70 et 75% des consommateurs de vin tranquille consomment du rosé, quel que soit le revenu de leur ménage. Il s'agit donc d'une couleur fédératrice. Est-ce qu'on observe les mêmes caractéristiques du côté des consommateurs de vin rosé de Loire ? Pas exactement. Le profil des consommateurs des rosés de la Loire se démarque par rapport à la moyenne des rosés. Ils ont tendance à compter davantage de femmes et à être plus jeunes. D'ailleurs, les rosés AOP de la Loire sont les rosés AOP les plus achetés par les moins de 35 ans. C'est assez surprenant, Gabriel. Selon vous, comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence entre les consommateurs de rosé en général et les consommateurs de rosé de Loire ? Alors très simplement, d'après moi, déjà par son goût, par sa gourmandise, avec plusieurs forces pour la Loire. La première, c'est le fruit. Les rosés de Loire, qu'ils soient secs ou tendres, avec ou sans bulles, sont sans doute les plus fruités de par leur cépage de confection aussi, Cabernet Franc, Pinot de Nice, Gamay, Gros Lot. Le côté aromatique très orienté sur les fruits rouges donne au vin un côté plutôt juteux, croquant, on dit parfois, sans lourdeur, qui s'inscrit bien dans le goût du moment. Deuxième facteur, la fraîcheur, obtenue à la faveur du climat angevin, qui se retrouve dans les vins et apporte encore de la légèreté, et ce, même dans les catégories de rosé tendre, qui sont les moteurs économiques un petit peu de la région, comme rosé d'Anjou et Cabernet d'Anjou, ce qui fait que le consommateur les trouve fruités, sans souvent analyser qu'il s'y trouve du sucre résiduelle. Cette tendreté, alors séduisante, réconfortante presque, elle enrobe le fruit et est balancée par cette acidité qui est hyper importante, qui est marquée naturellement et qui est le fruit du climat. Pour une clientèle qui n'a jamais bu de vin ou qui en boit peu, ces rosés tendres sont une superbe clé d'entrée,
car le goût du vin va être mieux assimilable que des rouges très tanniques qui vont être difficiles d'accès pour un public qui n'a pas l'habitude de voir. Finalement, on se souvient peut-être tous de notre première gorgée de vin ou de notre première gorgée de café. On a une sensation de vin rouge, en tout cas, on a une sensation d'amertume. Moi, je le vois autour de moi quand j'ai des amis qui me disent qu'elles aiment pas le vin ou qui ont pas envie de boire du vin. Je sais que si je leur fais goûter un Cabernet d'Anjou, elles vont apprécier parce que ça va être fruité, ça va être enrobé par le sucre. Voilà, tout cet univers aromatique va être porté là. Ensuite, très clairement, l'immense atout, et qui peut aussi expliquer l'attrait sur un public plus jeune, c'est le positionnement prix qui est très difficilement concurrençable et encore moins pour un tel niveau de qualité et de style. Le vin est un secteur particulièrement sensible au prix. Et ceux des rosés de Loire sont particulièrement attractifs. Ce qui leur vaut aussi d'être très bien positionnés en grande distribution. Donc encore de toucher un public qui a l'habitude de faire son shopping dans la grande distribution. Donc ça, c'est un atout majeur. Et ça sort aussi, les rosés de Loire, d'un achat d'étiquettes comparativement à des rosés d'autres régions qui s'en rapprochent de plus en plus. Fanny, j'aimerais revenir sur un chiffre que vous avez évoqué tout à l'heure qui m'a marqué. Les rosés de Loire disposent encore d'un potentiel de 6,5 millions de consommateurs à séduire. Est-ce qu'il existe des cibles clés à viser ? Oui, tout à fait, et notamment une cible prioritaire que l'on a baptisée les explorateurs. Pourquoi est-elle décisive ? En premier lieu, car cette cible représente le plus gros vivier de consommateurs, avec environ 6 millions de Français. Qui plus est, une bouteille sur 3 de vin rosé est consommée par un explorateur. Pour dire les choses autrement, dans leur consommation de vin, les explorateurs favorisent plus les rosés que la moyenne, avec 27 bouteilles de rosé dégustées par an. Aujourd'hui, de manière concrète, on estime que 2,5 millions de consommateurs de rosé de la Loire appartiennent au segment des explorateurs. Via cette cible, les rosés ligériens pourraient conquérir près de 2 millions de consommateurs supplémentaires. Et c'est tout à fait possible parce que les explorateurs perçoivent déjà les rosés de la Loire comme étant faciles à boire, frais, légers et avec un rapport qualité-prix attractif. C'est d'autant plus encourageant que les explorateurs recherchent dans un vin rosé ce côté décontracté et désaltérant, et ce plus que les autres cibles que nous avons étudiées. Gabriel, vous qui êtes rompu à l'exercice de la dégustation, cette perception des vins roses ligériens vous semble-t-elle conforme à la réalité ? Tout à fait, Zoé, le mot clé que tout le monde a à la bouche et qui fait parfois sourciller un peu les professionnels du vin, c'est digeste. Digestibilité. Depuis quelques années déjà, quand on déguste, on ne pense plus qu'aux papilles, on pense aussi à l'estomac maintenant. Donc il y a effectivement une trame commune, mais à laquelle il faut ajouter un élément essentiel et fondateur, l'unicité de chaque vin dans la mesure où il exprime le style d'un vigneron. Ça, quand on déguste beaucoup de rosés de Loire, on va le remarquer assez facilement. Il faut savoir qu'il y a en France 59 000 propriétés viticoles indépendantes et la Loire n'est pas en reste. Donc, le vignoble de taille moyenne prévaut. Le vigneron essaye surtout de faire des vins qui lui plaisent à lui et ils vont jouer à ce moment-là sur les encépagements, les modes de vinification, d'élevage en fonction tout simplement de leur goût personnel plutôt que de se caler sur un carnet de tendance ou un cahier des charges qui va être toujours changeant de toutes les façons. Et puis la Loire est aussi la seule région viticole française à offrir des appellations de rosé tendre. Quant au crément, effectivement, il cartonne et ce succès est de plus en plus aussi poussé par la catégorie rosé. Alors on va revenir à la cible des explorateurs. On a déjà eu l'occasion de les rencontrer lors de notre précédent épisode sur les vins blancs ligériens. Mais Fanny, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur eux pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas encore ? Au sein de cette cible prioritaire pour les rosés de la Loire, on compte autant d'hommes que de femmes. Ils disposent globalement de revenus moyens et habitent plutôt dans les villes. Leur fréquence de consommation de vin est plus élevée que la moyenne des Français, principalement au cours des repas. Toutefois, leur consommation hors repas reste plus développée que la moyenne. Pour acheter leur vin, une large majorité d'entre eux se rendent en supermarché ou en hypermarché. Du côté de leur expertise en vin, leur niveau se situe dans la moyenne des consommateurs français. Cependant, les explorateurs se considèrent très informés sur la question, majoritairement grâce aux informations qu'ils glanent auprès de leurs proches ou auprès de leurs cavistes. Dans un vin rosé, ils accordent une grande attention aux notions de décontraction et à leur dimension désaltérante, comme nous en avons déjà parlé, mais aussi à la notion de découverte apportée par la cuvée.
La rassurance d'un vin connu ou du bouche à oreille est le critère déterminant dans le choix d'un vin et le label bio AB peut également les inciter à l'achat. Ces attentes semblent entrer en parfaite résonance avec ce que les vins rosés de Loire ont à offrir. Oui, sans hésiter. Les explorateurs ont soif de découverte et les rosés de la Loire, qui rassemblent une extraordinaire diversité d'histoires, de terroirs et de savoir-faire, constituent justement à eux seuls une source d'étonnement intarissable. Prenons par exemple les cépages noirs, qui peuvent être utilisés pour élaborer les rosés de Loire. Leur palette est vaste et pleine de facettes, des cépages les plus connus aux plus rares. On peut avant tout citer le Cabernet Franc, bien sûr, puisque les vins de Loire sont la première région viticole au monde pour ce cépage avec 29% de ses surfaces. Mais il s'accompagne aussi du Gamay, du Gros Lot, du Cabernet Sauvignon et de manière plus confidentielle, du Caux, du Pinot de Nice, du Pinot Meunier, du Merlot, du Pinot Gris, du Sauvignon Gris, etc. Ajoutez à cela de multiples terroirs qui ont donné vie à de nombreuses appellations ligériennes de vins rosés. Il existe en effet aujourd'hui 13 AOP de vins rosés en Loire, dont notamment l'AOP Rosé de Loire qu'a cité tout à l'heure Gabriel en vin sec, mais également l'AOP Cabernet d'Anjou et l'AOP Rosé d'Anjou, qui sont les plus connus et qui sont les deux seules AOP françaises de rosé tendre. Et une IGP, l'IGP Val-de-Loire. D'autre part, les rosés de la Loire et plus largement les vins de Loire sont capables de répondre à l'attention qu'accordent les explorateurs au label bio. En 2023, 85% des domaines ligériens étaient engagés en agriculture biologique ou dans une autre certification environnementale. Gabriel, est-ce que vous rejoignez cette analyse ? Les rosés ligériens ont-ils les capacités de répondre aux grandes tendances actuelles de consommation ? Oui, tout à fait, par le goût, par la diversité, on en a déjà parlé. La Loire a de nombreux atouts structurels aussi parce que c'est une région qui est vaste et qui, comme c'est le cas dans de nombreuses régions françaises, est en plein renouvellement générationnel. C'est-à-dire que les enfants reprennent les domaines viticoles des parents, que la transmission est en cours ou qu'elle va arriver bientôt. Et qui dit jeunesse dit dynamisme aussi. Et au cœur des préoccupations de cette jeune génération, effectivement, les questions environnementales. La velléité d'obtenir une certification, mais avec une vraie intention derrière, pas que pour le style, avec une conscience aussi des efforts à fournir pour rééquilibrer les écosystèmes. Donc il y a un amour de la plante qui est renouvelé en quelque sorte. La jeune génération aujourd'hui a tendance, en tout cas en termes de viticulture, à regarder en arrière. Et c'est dans cela qu'elle est moderne, finalement. La région est vaste, je le disais, mais aussi attractive pour des néo-vignerons qui peuvent s'installer plus facilement que dans d'autres régions. Et eux aussi vont apporter un œil neuf. Ça évite un peu le status quo. Ils mettent toujours un petit et gentil coup de savate dans la fourmilière, ce qui permet au tout de rester assez sain. Fanny, alors on a déjà parlé du profil des explorateurs et de leurs attentes, mais comment est-ce que les producteurs de rosé de Loire peuvent concrètement les toucher ? Pour réussir à capter l'attention de cette cible, différents canaux sont à privilégier. La radio, tout d'abord, car c'est le média qu'ils utilisent le plus chaque semaine devant la presse écrite. De plus, les explorateurs sont la cible qui sort le plus. Les événements musicaux, sportifs ou la présence dans d'autres lieux de sortie comme les sites patrimoniaux, les zoos, les musées, etc. peuvent être de bons moyens de les atteindre. Les supermarchés, hypermarchés et centres commerciaux sont également des lieux qu'ils fréquentent beaucoup pour faire leur shopping. Concernant le digital, on remarque que la moitié d'entre eux passent du temps sur les réseaux sociaux, mais moins souvent que la moyenne. Ils sont toutefois plus confiants que la moyenne aux informations fournies par les blogueurs et les influenceurs, et ils sont plus nombreux que la moyenne à lire la newsletter d'un producteur de vin ou à le suivre sur les réseaux sociaux. Et est-ce qu'il y a une autre cible clé de consommateurs à viser pour les vins roses ligériens ? Oui, ce sont ceux que l'on dénomme les experts. Ils sont surreprésentés dans la consommation de vin rosé par rapport aux autres consommateurs. 83% d'experts consomment du rosé contre en moyenne autour de 70% pour les autres cibles, avec un total de 32 bouteilles de vin rosé par an. En outre, ce segment est source de valeur. Un quart de la valeur du marché des rosés est réalisé aujourd'hui par cette cible. Pour ces deux raisons, les experts sont donc une cible secondaire à ne pas négliger pour les rosés de la Loire. Ils représentent d'ailleurs un total d'environ 3 millions de consommateurs potentiels, dont près de la moitié est à conquérir. Et alors, qui sont-ils plus précisément, ces experts ? C'est la cible consommateur la plus masculine, puisque 2/3 d'entre eux sont des hommes, et elle est clairement citadine. C'est aussi la cible la plus aisée de tous les groupes que nous avons étudiés. Ils consomment majoritairement du vin à domicile, principalement au cours des repas.
En effet, le vin fait partie de leur quotidien et il incarne à leurs yeux des valeurs de partage et de convivialité. Les experts aiment également découvrir des vins nouveaux et différents. Enfin, pour acheter des bouteilles, ils font appel à un éventail de circuits de distribution relativement diversifiés. Les hypermarchés et supermarchés figurent au premier rang des circuits d'achat, mais les cavistes, le e-commerce et l'achat au domaine occupent également une place importante. Est-ce qu'il y a des points marquants à relever concernant ce qu'ils attendent d'un vin rosé ? Tout à fait. Il faut savoir avant toute chose que les experts se sentent particulièrement compétents en matière de vin. Dans le même ordre d'idées, il s'agit de la cible la plus informée sur le sujet grâce à diverses sources comme leurs proches, les cavistes, les guides de vin ou les informations disponibles en rayon. Pour choisir un vin, leurs critères de choix sont très variés. Cela va de la région de production, du millésime, du cépage, du nom de l'AOP, en passant par les distinctions dans les guides, etc. Malgré tout, les 3/4 d'entre eux n'hésitent pas à se fier aux conseils de proches ou de professionnels. Et c'est aussi la cible la plus attentive aux labels environnementaux au moment de l'achat, notamment au label bio AB et au label vigneron engagé. Pour un vin rosé plus précisément, le statut offert par le vin et la dimension découverte sont des éléments d'image très influents pour eux. Ils perçoivent actuellement les rosés de la Loire comme des vins faciles à boire, parfaits à boire au moment de l'apéritif et frais et légers. Alors, à la lumière de ce portrait, je me tourne vers vous, Gabriel. Selon vous, quels sont les points de différenciation que les vins rosés ligériens doivent le plus mettre en valeur pour séduire les consommateurs experts ? Alors déjà, je me méfie un peu, pour tout vous dire, des catégories de consommateurs. Explorateurs, experts, surtout quand elles ont des noms qui sont un peu galvaudés. Alors, c'est un point de vue personnel, mais j'ai l'impression que ces catégories, elles sont un peu fourre-tout et que parfois nommer, c'est aussi figé. Parce que les consommateurs sont différenciés dans leur comportement d'achat par d'abord des critères démographiques, donc tout ce qui est observable chez un individu, du moins du point de vue de l'État, à savoir son âge, son sexe, son niveau d'éducation et de revenus, son statut marital, etc. Mais aussi par des facteurs psychologiques ou psychographiques. Et ces derniers sont beaucoup plus impalpables. Ils font appel à l'imaginaire, à l'acte d'achat comme en fait un acte de validation de sa personnalité en quelque sorte. Des mécanismes motivationnels aussi hyper complexes et connectés les uns aux autres et reliés aussi aux segmentations démographiques. Donc, qui sont les experts et pourquoi ce nom ? Connaissent-ils le vin ou pensent-ils connaître le vin ? C'est là tout le débat. On a tendance à nettement surestimer les connaissances du consommateur comme si l'acte de boire ou d'apprécier, déguster, finalement lui fournissait des connaissances. Si l'on estime qu'il est connaisseur, on ne lui parlera pas du tout de la même façon et notamment on fera une grande distinction entre les catégories de rosés de la Loire qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, entre sec, tendre et bulle. Donc là, il faudrait les différencier à nouveau. La catégorie des tendres, par exemple, n'est pas forcément celle qui va être la plus appréciée des consommateurs experts qui ont un peu diabolisé le sucre et qui le voient souvent comme un maquillage. Alors, il faut leur transmettre et leur montrer que ce sont de fantastiques vins de gastronomie et notamment avec les cuisines du monde. Pour ce public-là, il faut les sortir d'un moment d'apéritif pour les marier avec des mets appréciés de cuisines différentes. Ça peut représenter une stratégie intéressante, par exemple, d'autant que, comme vous le disiez, eux consomment le vin plutôt pendant les repas. Un cabernet d'Anjou avec un tagine un peu relevé de harissa, c'est sublime, par exemple. Ça marche très très bien ensemble. En Europe, en tout cas, nous qui sommes pas habitués au piment, on va chercher à adoucir un peu le feu du piment. Et là-dessus, c'est le genre d'angle qui peut être très intéressant parce que ça va offrir à un public qui pense en tout cas avoir des connaissances importantes, un angle différent et qui va lui permettre de soutenir ce type de vin qui est pour un public expert un peu moins bien vu généralement. Alors Fanny, les moyens les plus efficaces pour toucher les experts sont-ils identiques à ceux qu'on a évoqués tout à l'heure pour les explorateurs ? Non, pas tout à fait. Les experts se distinguent des explorateurs à plusieurs niveaux. Fait le plus frappant, les experts sont beaucoup plus attirés par le digital. Déjà, il s'agit de la cible la plus acheteuse en e-commerce. Cela est particulièrement vrai sur les sites de bricolage, de jardinage, de sport, pour les animaux, d'électroménager ou de boissons alcoolisées. Il faut savoir que 44% des experts achètent des boissons alcoolisées en ligne. C'est aussi la cible la plus consommatrice de contenus digitaux. 74% des experts passent du temps sur les réseaux sociaux, et ce,
plus souvent que la moyenne des autres cibles et des Français. Ils sont également de grands adeptes de presse online et de streaming. Et enfin, c'est la cible qui fait le plus confiance à l'online pour s'informer sur le vin. Bref, le digital, c'est vraiment la clé pour atteindre les experts. Sinon, les experts sont plus attirés par les activités autour du vin que toutes les autres cibles, avec en tête la visite d'un vignoble ou d'un domaine, et bien après, la participation à une dégustation de vin en magasin. Concernant les médias, c'est la cible qui s'informe le plus, en privilégiant néanmoins des médias assez similaires à ceux des explorateurs, la radio avant tout, mais aussi la presse régionale et nationale quotidienne. C'est aussi l'une des cibles qui sort le plus, mais surtout dans des restaurants, bars, cafés, cinémas et lieux de shopping. Gabriel, parmi les différents moyens de communication qui viennent d'être évoqués par Fanny pour la toucher, quels sont ceux qui vous semblent les plus pertinents ? À mon avis, faire goûter déjà au maximum. La preuve par l'exemple aura toujours l'ascendant sur un public qui est sûr de son goût et de ses capacités de dégustation, je pense. Montrer de nouvelles façons de le consommer. Il faut aussi la toucher en l'éduquant, en lui donnant des éléments de storytelling qui vont être liés au terroir et au domaine viticole pour justement éveiller l'imaginaire dont on parlait tout à l'heure, lui suggérer des modes de consommation qu'elle ignore peut-être plus gastronomiques et qui peuvent attiser sa curiosité. Ensuite, on le disait, cette clientèle semble attirée aussi par des visites de vignobles. Or, les rosés de la Loire, secs comme Tendre comme Bulle, vendent une très grande partie de leur production au domaine, en direct. Quelle fabuleuse opportunité de convertir un consommateur captif sur place. Et quand je dis captif, je ne conseille pas de l'enfermer dans la cave, bien entendu, mais je veux dire par là qu'il est à l'écoute, qu'il est disposé à entendre un message, à se former un souvenir à la propriété, ce qui est particulièrement fort. Et puisqu'il est à l'écoute, il faut en profiter, préparer un discours, réfléchir à comment faire passer efficacement son message, individuellement comme collectivement d'ailleurs, quelle métaphore employer pour décrire son identité, son ADN, quels mots choisir, et aussi, et c'est souvent là où le bas blesse, après l'échange sur place, apprendre à garder le contact de façon percutante et intelligente. Alors tout ça, bien entendu, ça prend du temps. On demande déjà aux vignerons indépendants d'être tout à la fois, omniprésents, omnipotents, viticulteurs, vinificateurs, agents commercial, agents marketing, community manager, et j'en passe. Mais ça fait beaucoup, certes, mais ça peut valoir le coup de créer et d'entretenir sa base de données de consommateurs d'une façon assez méticuleuse. Nous arrivons bientôt à la fin de notre tour d'horizon des vins rosés ligériens, mais avant ça, je vous propose de regarder plus précisément les tendances d'achat des Français en matière de vins rosés. Fanny, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Le nombre de bouteilles de vin rosé achetées chaque année par les Français est stable. Et le budget consacré à cette couleur augmente. En effet, les Français ont tendance à payer de plus en plus cher leur vin rosé pour leur consommation à domicile. Et c'est même sur les rosés que le budget des Français a le plus augmenté au sein des vins tranquilles. Le point essentiel à retenir concernant leur distribution est qu'ils sont majoritairement achetés en grande distribution. 9 bouteilles sur 10 de vin rosé sont achetées par le biais de ce circuit-là. Le linéaire des vins rosés dans les hypermarchés et supermarchés est le plus performant des vins tranquilles et il s'est même agrandi ces dernières années. Est-ce que cette tendance est suivie par les vins rosés ligériens ? Oui, complètement. La grande distribution constitue également le circuit de commercialisation numéro 1 des vins rosés de la Loire. 4 bouteilles sur 5 y sont vendues. Les dépenses des Français en vin rosé AOP de Loire augmentent elles aussi chaque année dans toutes les enseignes. Les rosés ligériens y sont plus présents en grande partie dans le segment standard de prix, c'est-à-dire les bouteilles comprises entre 3,50 € et 6,99 €. Plus de 90% des volumes et de la valeur de notre vignoble en rosé y sont réalisés dans ce segment. Et ce segment standard est toujours en croissance pour la région. D'ailleurs, en 2022, les bouteilles de vin rosé AOP des vignobles de Loire premier prix ont disparu. On n'en voit plus dans les rayons, alors qu'elles représentaient environ 8 millions de litres en 2007. Et comment les vins de Loire se positionnent-ils face aux autres vignobles sur ce réseau de la grande distribution ? Extrêmement bien. La Loire est repassée devant la Provence en 2024 et la Loire est leader des AOP, des vins rosés en grande distribution, avec 30% des parts de marché en volume. Le linéaire des vins rosés de Loire fait en effet partie des plus performants au sein des vins tranquilles. D'ailleurs, c'est une AOP de Loire qui occupe la première marche du podium des AOP françaises de vins rosés les plus vendus, c'est le Cabernet d'Anjou. Dans les circuits dits traditionnels, comme les cavistes ou les restaurants, la Provence reste cependant omniprésente,
au détriment des autres vignobles, en particulier de la Loire. On peut en effet noter que les AOP Cabernet d'Anjou et Rosé d'Anjou, qui réalisent à elles seules 80% des volumes ligériens en rosé, sont essentiellement distribués en grande distribution. Il leur reste donc encore une grande marge de progression pour gagner en visibilité dans le réseau CHR et caviste qui s'avère porteur en termes d'image. Gabrielle, vous qui élaborez des cartes des vins, comment est-ce que vous expliquez ce manque de visibilité des rosés de Loire dans les circuits traditionnels ? Alors c'est un problème d'image, car s'ils sont bien distribués en grande distribution, la restauration se dit qu'il peut y avoir confusion chez le consommateur. Il est vrai que le réseau CHR et le réseau GD sont bien différenciés et que rares sont les vins qui se retrouvent sur ces deux réseaux-là, du moins sous le même nom. Cela a aussi attrait à la puissance de l'imaginaire développé par les vins les rosés de Provence, qui gardent l'ascendant sur les cartes. Du moins, en tout cas, c'est ce que les restaurateurs avec lesquels je collabore me rapporte. Le public attend plutôt des rosés de Provence. Donc le potentiel gastronomique des rosés de la Loire est encore à travailler là-dessus. Et alors quels sont les principaux atouts qu'ils gagneraient à mettre en avant pour être plus présents sur ces réseaux ? Leur goût orienté sur le fruit dont on a déjà parlé, leur degré d'alcool plus mesuré. Et je suis désolée d'être pragmatique, mais aussi leur rapport qualité-prix. Il faut voir la situation et évaluer la concurrence. Le prix des rosés de Provence a énormément augmenté, ce qui rend ceux de Loire particulièrement compétitifs. Un restaurateur, surtout en pleine crise inflationniste et quand les gens boivent moins, a tout intérêt à proposer des prix attractifs pour inciter les gens à commander du vin malgré tout. Et alors, pour revenir plus spécifiquement sur le succès de l'AOP Cabernet Anjou en grande distribution, quel facteur vous semble clé dans cette réussite, Gabrielle ? Là encore, leur coût. On parlait aussi de leur accessibilité pour un public qui boit peu, qui n'a pas l'habitude de boire ou qui entre dans sa consommation de vin. Et puis aussi le prix. Le Cabernet d'Anjou, donc appellation depuis 64, comme un peu extension des rosés d'Anjou, car plus restrictif sur ses cépages. On remarque d'ailleurs que ces deux catégories de rosés tendres, les seuls de France n'ont pas du tout le même comportement. Le Cabernet d'Anjou est consommé très localement, à 95%, ce qui en fait ce que vous disiez, la première AOC tendre de France et la première AOC de rosé vendue en grande distribution. Il y a une certaine puissance aromatique, il est assez enveloppé, il est assez identitaire. En théorie, c'est un minimum de 10 grammes de sucre, mais dans la pratique, on est plutôt autour de 20-25 grammes et à 11-11,5 d'alcool, ce qui fait que c'est un vin qui est pas très alcoolisé, ce qui plaît bien aussi. Et puis, il y a un côté gourmand, très charmeur, qui sont sans doute les vecteurs de son grand succès. Eh bien, je vous remercie, Gabrielle, pour votre éclairage précieux sur cette question qui vient conclure notre échange du jour sur les vins de Loire rosés. Merci également à vous, Fanny Gauthier, de nous avoir partagé vos retours d'expérience et les résultats les plus marquants de plusieurs études passionnantes. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez pu profiter de ce nouveau moment de regard croisé pour surfer la vague rosée des vins de Loire à nos côtés. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute favorite ou à partager le lien de ce podcast. Pour prolonger votre découverte, vous pouvez aussi vous abonner aux réseaux sociaux des Vins de Loire si ce n'est pas déjà fait pour poser toutes vos questions ou tout simplement suivre leurs actualités. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode où nous poursuivrons notre exploration de la grande palette des vins de Loire. Après le rosé, ce sera cette fois au tour du rouge d'être au centre de nos discussions.